Bonjour, j'espère que vous allez bien. Épisode 5 de Reprendre la mer avec Interentreprise. Vous vous souvenez? Nous allons vous faire aimer la mer. Tout d'abord, l'actualité. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Épisode 5 de Reprendre la mer avec Interentreprise. Vous vous souvenez? Nous allons vous faire aimer la mer. Tout d'abord, l'actualité. Elle est toujours aussi intense. Le secrétariat de l'État survivra-t-il au séisme provoqué par les résultats aux élections législatives? Quel que soit celui ou celle qui sera aux manettes, ce qui est certain, c'est que manœuvrer le secrétariat d'État ne sera pas aisé. En effet, juste avant le premier tour, le véritable périmètre de ce nouveau secrétariat d'État à la mer a été dévoilé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la complexité domine. En effet, ce secrétariat d'État ne sera pas seulement sous la tutelle du Premier ministre, mais aussi sous celle de 4 autres ministères de plein exercice, à savoir celui de la transition écologique et de la cohésion des territoires, celui de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, celui de la transition énergétique et enfin celui de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et du numérique. Un tel montage montre que la bagarre a été féroce en coulisses et démontre aussi l'importance du sujet. En résumé, la seule attribution relevant uniquement du secrétariat d'État à la mer concerne la planification de l'espace en mer, la navigation, la sécurité et la formation des gens de mer, la plaisance et les activités nautiques. Le secrétariat d'État à la mer représentera également le président au Conseil interministériel de la mer, le CIMER, ceux qui ne mangent pas de pain. Pour tout le reste, à savoir la politique des ressources minérales et des substances de mines en mer, celle de la pêche maritime, la réglementation, le contrôle et les finances des entreprises de la pêche, pour la gestion durable des ressources maritimes, pour la protection de l'environnement et des milieux marins, la gestion intégrée des zones côtières et du domaine public maritime, ainsi que les ports, le transport maritime, la marine marchande et la réglementation sociale, le secrétariat de l'État à la mer devra négocier avec plus fort que lui. Et ce n'est pas tout. Le secrétariat d'État à la mer devra aussi laisser la main pour la définition et la mise en œuvre des politiques économiques maritimes, à savoir la construction et la réparation navale, les industries nautiques et l'innovation. La France dispose du second domaine maritime mondial grâce aux Outre-mer et les enjeux stratégiques de ce domaine sont connus. Conserver une organisation aussi complexe ne facilitera pas la tâche. Seconde actu, ça y est. L'entrée de CMA-CGM au capital d'Air France-KLM est validée par le conseil d'administration de la compagnie aérienne. Mi-juin dernier, en effet, Air France-KLM a fait de la troisième compagnie maritime mondiale son troisième actionnaire en lui concédant 9% de son capital. À cette occasion, les États français et néerlandais ont maintenu leur participation, à savoir 28,6% du capital pour la France, 9,3% pour les Pays-Bas. En revanche, China Externe a réduit sa participation de 8,8% à 4,7% et Delta Airlines de 8,8% à 2,9%. Cette prise de participation apporte donc de l'argent frais à la compagnie aérienne qui peut ainsi rembourser la fin de son prêt garanti État, son PGE, souscrit au cœur de la tourmente sanitaire. Il reste 3,5 milliards d'euros à rembourser. Outre de renflouer la compagnie aérienne, cette prise de participation de CMA-CGM dans Air France-KLM renforce le pôle cargo des deux partenaires. Ainsi, 10 avions cargo pourront désormais être opérés de concert, un total rapidement porté à 22 grâce aux commandes en cours. Une force de frappe qui donnera indéniablement le ton dans ce pan de la logistique, notamment vers les Outre-mer français. Dernière actualité. Une récente étude publiée dans la revue Nature montre pour la première fois un lien direct entre une réaction marine à grande échelle et la fertilisation par des aérosols de fer provenant d'un incendie de forêt. Cette étude montre en effet que suite aux grands incendies de 2019 et 2020 en Australie, que de minuscules particules de fer en aérosol, présentes dans les fumées et les cendres transportées par les vents, ont fertilisé l'eau de l'océan austral à des milliers de kilomètres à l'est, fournissant ainsi des nutriments qui ont alimenté la création d'algues à une échelle sans précédent dans cette région.
Une petite info pour ceux qui doutent encore de l'impact systémique du réchauffement climatique. Maintenant, notre invité, le capitaine de vaisseau David Sanson, chargé du recrutement de la Marine nationale. Bonjour monsieur capitaine de vaisseau David Sanson, ravi de vous accueillir aujourd'hui sur Reprendre la mer avec Interentreprise. Déjà, qu'est-ce qu'un capitaine de vaisseau? Il y a des titres qui sont un peu banaux, mais capitaine de vaisseau, comment devient-on capitaine de vaisseau? Bonjour Francette, merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors capitaine de vaisseau, c'est un grade qui historiquement correspondait au plus gradé d'un bâtiment de la marine. Il se trouve que le vaisseau était le bâtiment le plus grand et que le capitaine était le patron du bateau, voilà, le commandant du bateau. D'ailleurs, on m'appelle commandant. Et mes équivalents en grade sont les capitaines de corvette, capitaine de frégate, capitaine de vaisseau. Donc ce sont 3 grades qui correspondent au grade de commandant, lieutenant-colonel et colonel dans l'armée de terre. Voilà. Donc on a une équivalence de manière à ce que chacun puisse se comprendre. Voilà. Donc comment on devient capitaine de vaisseau? Eh bien, avec le temps, puisque le recrutement de la marine et le fonctionnement de la montée en compétences se fait toujours avec le temps, par le biais à la fois de l'expérience professionnelle, mais également de formation. En fait, on ne peut pas aller à Pôle emploi et demander est-ce que vous avez un capitaine de vaisseau disponible pour mon bateau. En fait, c'est la marine qui fabrique sa ressource humaine ab initio en recrutant des jeunes que l'on envoie en école, que l'on forme, qui vont sur les bateaux de la marine, qui montent en compétences, et on y adjoint des formations complémentaires. Et au fil des années, on a de plus en plus de responsabilités. À la fin, un matin, on est capitaine de vaisseau et on a plus de responsabilités. Et combien d'années pour devenir capitaine de vaisseau? Exactement. En moyenne? En moyenne, c'est 25 ans. D'accord, bon. 20-25 ans. Je suis devant un grand marin, alors. Donc, vous êtes pour la première fois en tournée aux Antilles-Guyane. Donc, vous sortez de Guyane. Pourquoi vous êtes le recruteur donc, de la Marine nationale? Pourquoi vous êtes venu comme ça nous voir? Quels sont vos objectifs? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que déjà le recrutement de la Marine nationale, il vise à ce que la Marine nationale ressemble à la population française. Je pourrais me contenter de recruter des marins à Brest et à Toulon, mais nous tenons à ce que la marine soit le reflet de la société française, et dans laquelle il existe déjà bon nombre de marins ultramarins depuis toujours. Après, la marine doit augmenter ses effectifs pour répondre aux besoins de la loi de programmation militaire, et c'est la raison pour laquelle on a développé une stratégie beaucoup plus présente parmi les grands employeurs en France, et on essaye autant qu'on peut d'être visible de la jeunesse, et c'est ça notre difficulté. Donc c'est en tout d'être cas, visible. C'est la première fois que recruteur de la Marine nationale fait un déplacement tel que celui-là dans la zone. Exactement, c'est la première fois. Avec mes équipes, on s'est dit que ça serait intéressant, alors d'aller voir nos propres équipes sur le terrain, ça c'est le minimum, je dirais, qui était nécessaire, et le deuxième, c'est aller à la rencontre des employés, des écoles déjà, également tout l'écosystème de l'emploi. Ce matin, j'avais une table ronde avec Pôle emploi, avec la mission locale et avec le RSMA. Donc l'idée, c'est de rencontrer les gens qui se sont situés dans cet écosystème de la formation et de l'insertion professionnelle, et de leur dire la marine est un employeur, et on va vous expliquer comment est-ce que nous sommes un employeur. Et la marine recrute à partir de quel âge? Enfin, comment ça se passe? La marine recrute à partir de 16 ans pour l'école des mousses, mais plus généralement entre 17 et 25 ans et jusqu'à même 30 ans, la moyenne étant aux alentours de 21 à 22 ans. Donc des jeunes français, donc des gens de nationalité française, hommes ou femmes, et qui ont un bac ou pas de bac, ou fait des études supérieures ou pas d'études supérieures, et nous recrutons sans CV. Et justement, vous disiez tout à l'heure que la marine a l'intention de recruter massivement. Quel est le volume de personnes que vous voulez et à quel terme? Alors, nous recrutons 4000 marins par an. D'accord. Déjà aujourd'hui? Déjà aujourd'hui, on a recruté
ça fait 3 années consécutives qu'on réussit à faire notre chiffre de recrutement, notre objectif de recrutement, et il est un peu plus supérieur à ce qu'il était avant. Il était de l'ordre de 3500 à peu près, donc c'est pas non plus un saut quantique, hein, ça reste comparable, mais il est assez fort. Pour la Guadeloupe, pour vous donner un exemple, mon objectif serait de recruter 40 Guadeloupéens par an, à peu près, hein, ça peut être un peu moins, un peu plus. Et pareil en Martinique, pareil en Guyane. Exactement, c'est un peu le chiffre. Sur l'arc anti-Guyane, l'objectif serait d'être entre 100 et 130 ultramarins recrutés ici. Et on pense que c'est faisable, parce que parfois on me dit, oui, mais alors ici, les gens ne sont pas très tournés vers la mer. On va les aider. Mais on va leur expliquer qu'on va les employer, on va les former, on leur offre une carrière dans laquelle ils pourront évoluer. C'est pas simplement un emploi à un moment donné qui va durer 10 ans. Quand ils viennent chez nous, on les recrute et on les forme immédiatement. 100% des marins qui viennent dans la marine sont formés dans les écoles de la marine. Alors vous venez de dire quelque chose, pour 10 ans, le temps de présence de quelqu'un dans la marine, c'est 10 ans ? Non, ça dépend des contrats. Lorsque les gens rentrent comme matelots, ils commencent avec un contrat de 4 ans, mais qui peut très bien être complété avec d'autres contrats de 4 ans ou plus. En fonction de la formation qu'il aura Exactement. Au fil du temps. D'accord. S'ils sont officiers mariniers, par exemple, c'est-à-dire les sous-officiers de la marine, il y a une école qui s'appelle l'école de Mestrance. Cette école-là propose un contrat de 10 ans aux jeunes qui nous rejoignent, mais si les jeunes le souhaitent, ils peuvent le réduire à 6 ans. D'accord. Voilà, si la durée leur semble trop longue ou ils ne se plaisent pas pour X raisons, on a la possibilité de moduler le contrat. Donc en tout cas, ce que je viens d'apprendre, c'est qu'au moins 140 personnes, enfin jeunes surtout, garçons comme filles. Et comment vous organisez pour pouvoir les toucher ? Parce que jusqu'à présent, la Martinique était dotée. Comment ça se passe sur la Guadeloupe et la Guyane, par exemple ? Alors ça se passe grâce au maître principal Thomas Fournier, qui est le marin de la marine dans le CIRFA, c'est-à-dire le centre d'information et des forces armées de la marine en Guadeloupe, qui se trouve à l'intérieur du RSMA. Il est secondé par une jeune femme qui est le matelot Aurélia, qui l'accompagne, qui est native de la Guadeloupe, qui l'accompagne dans ses travaux de recrutement. Et donc il suffit d'aller prendre contact avec eux, soit sur Internet en regardant le numéro de téléphone, soit parce qu'on l'aura rencontré à l'occasion d'un forum des métiers, un salon. Et sur la Guyane, comment ça se passe ? Parce que jusqu'à présent, je n'avais pas connaissance qu'il y avait un poste là-bas. Alors c'est le même principe, c'est-à-dire que le marin qui se trouve sur place, hein, le maître principal, je viens de le voir, le maître principal Christophe, donc lui est pareil, il est dans la base navale et il va à la rencontre des missions locales, va à la rencontre de Pôle emploi, de l'éducation nationale également, pour expliquer quels emplois la marine propose. Il y a 12 domaines, rapidement, il y a 12 domaines d'emploi, comme le soutien, la restauration, l'aéronautique navale. Il y a des formations nucléaires également qui sont accessibles. Hein. Il faut avoir son bac et nous on se charge après exactement des métiers de l'informatique, des métiers de l'aéronautique navale, de maintenance aéronautique. On recrute également les pilotes de l'aéronautique navale. Donc, lorsque les jeunes Guadeloupéens iront voir Top Gun 2 qui sortira en mai, là, vers la fin mai, eh bien, ils pourront se dire que les pilotes qui sont à bord des porte-avions américains sont les mêmes que les pilotes à bord du Charles de Gaulle qui rentrent dans la marine avec leur bac ou plus, et nous nous chargeons de la formation. Et au bout de 5 ans, alors c'est très très difficile, mais c'est faisable, hein, au bout de 5 ans, ils sortent et ils peuvent décoller de leur avion avec leur Rafale marine à partir du porte-avions Charles de Gaulle. Et quelles sont les qualités que vous avez repérées en 25 ans qu'on doit avoir pour être un bon marin ? Alors déjà, je ne sais pas si ce terme se met au féminin. Comment dit-on ? On dit un marin, on dit un marin. Parce que dire une marine, ça se traduit pas, ça marche pas. Ça marche pas. Mais on dit une femme marin, voilà. D'accord. Donc quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon marin ? Mais je pense que la première des qualités, c'est la motivation. D'accord. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui intéresse mes équipes. C'est justement essayer de sentir si la personne a vraiment saisi là où elle allait travailler. Alors pour ça, on va l'y aider. Déjà avec une information qu'elle recevra dans notre centre d'information de recrutement. Après, on a une chaîne YouTube qui s'appelle La Marine Recrute. On a un site carrière qui s'appelle lamarinerecrute.fr. Et puis on est disponible également sur une plateforme qui s'appelle My Job Glasses, ou des marins ambassadeurs.
viennent compléter le discours des marins qui expliqueront, eux, comment ça s'est passé dans leur carrière. Moi, l'objectif, il n'est pas de recruter les gens à tout prix. L'objectif, c'est de les informer qu'il y a des possibilités d'emploi pour eux. Et ils peuvent venir, par exemple, mon assistante, une jeune femme qui s'appelle Auréla, et qui est avec moi à Vincennes à Paris. Elle était au RSMA de Guadeloupe l'année dernière. Voilà. Et donc elle s'est dit pourquoi pas, j'y vais, et voilà, donc nous l'avons recrutée. Et psychologiquement, être sur l'eau tout le temps, des fois être enfermé dans des sous-marins nucléaires, etc., ça nécessite quand même une certaine structure mentale. Comment vous appréhendez ça ? Parce que les personnes qui vont faire ces métiers le désirent fortement. Elles ont à cœur d'exercer un métier dans un environnement exceptionnel, particulier, avec une vocation de servir leur pays, parce que derrière tout ça, il y a quand même la volonté d'être au service de tous les Français, et de toutes les missions de la marine ont cette vocation de protéger les Français, protéger les intérêts des Français. Et je pense que c'est cette volonté-là, mêlée au sentiment d'exercer un métier exceptionnel, qu'on exerce dans un environnement hors du commun. Lorsque vous êtes cuisinier à bord du porte-avions Charles de Gaulle, vous servez 5000 repas par jour, et vous êtes peut-être en plein milieu de l'océan Indien, et tous les jours, vous servez ces repas avec la même détermination. Il y a une équipe qui va faire la boulangerie, qui va faire du vin. Et pas loin du porte-avions, sous l'eau, vous pouvez avoir un sous-marin nucléaire à bord duquel il y a aussi un cuisinier. Et ce cuisinier, il doit faire la boulangerie, il doit faire à manger pour tout le monde. Et le moral de l'équipage dépend beaucoup de ses qualités professionnelles. Donc je peux vous dire que c'est encourageant. Oui. Et donc, deux dernières petites questions avant qu'on ne se quitte. Je vous disais tout à l'heure que le mot marine ne se met pas au féminin. Comment la marine, qui est normalement un métier plutôt d'homme, se préoccupe de l'accueil des femmes? Parce que là, vous dites bien que vous voulez recruter aussi bien des hommes que des femmes. Donc comment vous vous organisez afin que la gente féminine soit bien accueillie dans une armée, quoi? Oui, mais c'est une très bonne question, parce que c'est un vrai sujet, et la marine nationale historiquement était effectivement une marine d'hommes, mais depuis les années 90 a commencé à accueillir des femmes. Et donc l'accueil des femmes et la manière dont la vie professionnelle d'une femme va se dérouler n'est pas celle d'un homme. On ne peut pas parler d'égalité, c'est pas possible. Donc il faut avoir un traitement équitable pour prendre en compte ne serait-ce que la maternité, et qui ne doit pas être un frein. C'est-à-dire que la vie d'une femme est particulière, elle n'est pas celle d'un homme, et donc ça doit être appréhendé. Donc il y a des gens qui réfléchissent dans la politique RH du ministère des Armées, également dans la marine, pour comment accueillir le mieux possible les femmes. Après, pour nous, au recrutement, dans tous les CIRFA, il y a 85% des CIRFA ont une femme parmi les recruteurs ou les agents d'accueil. Donc on est toujours capable de trouver une femme pour répondre aux questions des femmes. Et dans les salons, les forums que l'on fait, on essaye toujours d'avoir une jeune femme pour répondre à ces questions. Et je pense que c'est important de faire passer le message que oui, une carrière des femmes est possible dans la marine. Et pas seulement à terre. Et bien sûr. Et d'ailleurs, les forces sous-marines de la Marine nationale ont ouvert leur recrutement aux femmes, pas que les officiers, ce qui était le cas avant, mais aussi les officiers mariniers. Donc là, cette année, dans ma commande de recrutement 2022, je dois recruter 20 femmes dans 13 métiers différents qui ont vocation à servir à bord des sous-marins de la marine. Très bien, ça c'est Voilà, on va suivre ça de près. Et dernier sujet, le bizutage. On entend parler tellement de choses un peu dérangeantes. Oui. Est-ce que ça a cours dans la marine? Et comment vous traitez ça? Alors, disons que dans la marine embarquée, il y a des cérémonies que l'on fête. Lorsqu'on passe la ligne, par exemple, il y a une cérémonie avec le roi Neptune qui vient baptiser les nouveaux marins qui auront franchi la ligne. Mais on est en 2022 et je pense qu'il y a une prise de conscience que ces rites initiatiques doivent se faire dans le respect des uns et des autres, et avant tout être ludiques, pour que chaque marin qui devient un nouveau ambassadeur du franchissement de la ligne en garde un bon souvenir et ne se sente pas ridicule ni humilié lorsqu'il le passe. Donc on est vigilant à cela, et je pense que ça fait partie de l'esprit d'équipage de vivre des moments dont on se souviendra toute sa marine, et pas des moments désagréables. Monsieur le capitaine de vaisseau, merci infiniment. Ça a été un entretien extrêmement intéressant, parce que je crois fondamentalement qu'il faut reprendre la mer, quoi. Il faut que nos jeunes, notamment, se réintéressent à la mer, certes à la marine, mais à la mer d'une manière plus générale. Merci infiniment. Je vous en prie, merci Francette.
Maintenant, place au métier de la mer. Aujourd'hui, rencontre avec un magicien de la mécanique navale, Marc Ostan, mécanicien illimité à la Somara. Il va vous raconter de quoi il s'agit. Bonjour, je me présente, Marc Ostan, chef mécanicien illimité, j'ai 34 ans. Chef mécanicien illimité signifie qu'à ce jour, je suis capable de travailler sur le navire du moins puissant au plus puissant au monde. Je suis passé par le lycée maritime de Trinité, où j'ai effectué mon capitaine 200. Après avoir fait mon capitaine 200, j'ai travaillé en tant que matelot sur un navire à passagers en Guadeloupe. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait que j'aille un peu plus loin au niveau de mes études, histoire de ne pas avoir trop d'ordre à recevoir. Et en fait, je suis parti à Saint-Malo pour effectuer mon chef de quart-machine. Une fois obtenu ce diplôme, j'ai validé ce diplôme sur un pétrolier, plus précisément un navire qui transportait des produits finis, tels que le gasoil, l'essence, le kérosène, etc., que j'ai fait en Martinique, dans la Caraïbe. Et en fait, après cela, je suis parti à Nantes pour faire mon illimité. Alors, à ce jour, je parle 3 langues. Le français, ma langue maternelle, le créole, ma langue nationale, et l'anglais, la langue qui est très importante pour la communication à bord des navires. Même si nous travaillons sur des navires français, nous sommes amenés à travailler avec des étrangers quand même. Et surtout pour ma partie, donc la partie technique, l'anglais est de rigueur. À ce jour, je suis le chef mécanicien du remorqueur Steady. Je suis responsable de tout ce qui est technique à bord du navire et principalement des moteurs. Je veille à ce que mes moteurs et tous les auxiliaires, donc les auxiliaires, ce sont les organes qui sont autour du moteur. Le moteur, c'est la partie principale de navire. Et je fais en sorte que tout fonctionne, que tout soit en état de marche afin d'effectuer les opérations nécessaires pour la société. L'évolution, elle est considérable. À ce jour, on peut comparer les moteurs des navires aux moteurs des véhicules, puisqu'on trouve les hybrides, on trouve le full électrique. On est vraiment au bout du jour. La mission principale de mon navire, c'est l'assistance portuaire. Nous aidons les navires à se mettre à quai sans danger, sans accident. Aussi, nous leur permettons de repartir sans danger, sans accident. L'assistance est relativement importante et elle est au gré du port et aussi du commandant du navire que nous assistons. Des fois, ils peuvent nous demander un remorqueur, voire une manœuvre avec 2 remorqueurs. Cet après-midi, par exemple, nous allons faire une manœuvre avec 2 remorqueurs. Parce que le navire est plus manœuvrant et le commandant de ce navire demande à ce qu'il y ait 2 remorqueurs, absolument. Nous faisons aussi de l'assistance de navire en détresse. Cette partie-là, c'est le bureau qui s'en occupe, puisque c'est le bureau qu'on appelle pour demander cette aide. Et une fois que tous les contrats, tous les documents sont signés entre les 2 parties, nous partons la tête baissée pour pouvoir faire exécuter le travail qu'on nous demande. Écoutez, pour l'instant, j'espère pouvoir prendre encore plus d'expérience, puisque je suis quand même un jeune chef mécanicien. Ça ne fait que 4 ans en tout et pour tout que je suis chef mécanicien. Et pourquoi pas un jour devenir directeur technique d'une société, peut-être celle dans laquelle je me trouve actuellement ou une autre, qui sait. Pour être bon marin, il faut la rigueur, le sérieux et surtout le respect. Ce que je peux dire à nos jeunes de la Martinique ou d'ailleurs, la mer est un métier d'avenir. On va toujours trouver du travail à bord du navire, quel que soit ce qu'on veut faire. Si on veut travailler dans la marine marchande, si on veut faire de la pêche, on va toujours trouver du travail. Par contre, il faut être motivé, il faut faire des sacrifices pour pouvoir arriver là où on veut arriver. Et il ne faut surtout pas avoir peur d'être ambitieux. Voilà, reprendre la mer avec Interentreprises est terminé. Faites-nous des suggestions sur reprendre-la-mer@interentreprises.com. Et puis, petite trêve de vacances, on se retrouve en septembre.